Alors que le crépuscule jetait un voile mélancolique sur les toits d'ardoise d'un petit village normand, Jean Dubois, un homme dont la fortune pouvait acheter le monde mais pas le bonheur, collait méticuleusement une affiche sur un mur de pierre humide, rongé par la mousse et le temps. Le papier portait le visage souriant de son fils, Léo, disparu 1 an plus tôt, jour pour jour. Chaque geste était mécanique, répété des milliers de fois, un rituel de douleur et d'espoir absurde. L'air sentait la terre mouillée et la fumée de cheminée, une odeur de vie simple qui lui était devenue étrangère. Soudain, une présence frêle et silencieuse se matérialisa à ses côtés. Une fillette aux pieds nus, couvert de poussière, vêtue d'une robe usée qui avait dû connaître de meilleurs jours, s'approcha de lui. Ses yeux, trop grands pour son visage émacié, fixaient la photographie avec une intensité déconcertante. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle laissa tomber les mots qui allaient faire basculer l'univers de Jean. « Monsieur, ce garçon-là, il habite dans ma maison. » L'homme sentit la terre se dérober sous ses pieds. Un vertige glacial le saisit, le souffle coupé, le cœur martelant sa poitrine comme un prisonnier cherchant à s'échapper. Ce qui se passa lorsqu'il fit irruption dans cette modeste maison de campagne au cœur de la nuit est un rappel brutal que la vérité est souvent plus terrifiante que le doute. Parfois, le courage fragile d'une petite fille trahissant sa propre mère au nom de ce qui est juste peut démanteler un empire criminel et sauver des dizaines de vies innocentes. Lorsque Jean Dubois placardait la vie de recherche de son fils sur les poteaux en bois effrités du village le plus reculé de la campagne normande, il ne s'attendait pas à ce qu'une enfant aux pieds nus et à la robe déchirée change le cours de sa vie en une seule minute. Elle s'était approchée sans un bruit, tel un esprit de la forêt, et avait contemplé la photographie comme si elle venait de voir un fantôme familier. Sa déclaration, prononcée avec une sincérité désarmante, avait fait voler en éclats le mur de désespoir qu'il avait bâti autour de son cœur. « Monsieur, ce garçon, il vit chez nous. » Ce que l'homme s'apprêtait à découvrir allait détruire son monde jusqu'à ses fondations et le forcer à remettre en question tout ce en quoi il avait toujours cru. Jean Dubois avait toujours été de ces hommes pour qui le monde semblait être à portée de main. Un empire bâti à la force de son intelligence et d'une ambition dévorante. Des entreprises dont les noms s'étalaient dans les pages des magazines économiques, symbole de sa réussite insolente. Des voyages en jet privé, des dîners dans les plus grands restaurants, un grand manoir en pierre dans la campagne normande qui coupait le souffle, avec ses jardins à la française et ses couloirs remplis d'œuvres d'art. Mais tout cela s'était transformé en cendres le jour où Léo, son fils unique de 7 ans, son soleil, avait disparu. Sans un mot, sans une trace, sans un adieu. 365 jours d'enfer. Une année entière à se réveiller chaque matin avec le même poids sur la poitrine, la même question sans réponse. Depuis, le millionnaire n'était plus qu'un homme brisé, un corps qui se mouvait mécaniquement tandis que son âme se traînait quelque part en arrière, perdue dans les méandres du souvenir. À quoi bon tous ces ors si ce que j'aime le plus est échangé en vent, se demandait-il chaque matin en regardant le lit vide du garçon, les draps impeccablement tirés, comme si Léo allait revenir d'une minute à l'autre. L'écho du silence le hantait comme une condamnation sans fin. Ce matin-là, le soleil semblait se moquer de lui, perçant à travers les branches des pommiers comme si le monde était encore intact, comme si rien de terrible ne s'était produit. Jean enfila la même veste froissée que d'habitude, celle qui avait depuis longtemps perdu son parfum de cologne coûteuse pour sentir la fatigue, la sueur froide et le désespoir. Sur la banquette arrière de sa Citroën DS, des dizaines d'affiches pliées, chacune portant le visage souriant de l'enfant qu'il cherchait, un sourire qui était devenu un supplice. Aujourd'hui, j'irai plus loin, murmura-t-il en démarrant le moteur, une boule de plomb dans la poitrine. Il se dirigea vers ces villages où les rues étaient étroites, les murs de pierre effrités et où la vie semblait plus rude, plus authentique. Là-bas, personne ne le reconnaissait. Là-bas, le millionnaire n'était qu'un père dévasté, un de ceux que la société préfère ignorer pour ne pas être confronté à sa propre fragilité. Les nids de poules sur les chemins de terre faisaient trembler la voiture et il sentit le goût amer de la défaite en sortant avec une liasse d'avis de recherche à la main. Il marchait lentement, trébuchant sur ses propres souvenirs, chaque pas une torture. Chaque mur sale semblait se gausser de son impuissance. Il s'arrêta devant un vieux poteau télégraphique, prit une profonde inspiration et colla une nouvelle affiche. Le ruban adhésif tenait mal sur le bois humide et il s'acharna à l'aplanir, comme un homme qui tente de réparer sa propre vie brisée avec des gestes futiles. « S'il te plaît, quelqu'un doit savoir quelque chose. »« Mon fils, » chuchota Théil. Ses mains tremblaient et le son du ruban adhésif se mêlait au bruissement du vent dans les arbres. À cet instant, il semblait aussi seul que le vent qui l'entourait. Soudain, une voix d'enfant,
claire et curieuse, résonna derrière lui. Monsieur, ce garçon-là, il habite chez nous. Jean se figea. Son cœur, qui jusqu'alors battait lourdement et lentement, sembla faire un bond dans sa poitrine, un sursaut électrique de pure incrédulité. Il se retourna lentement, presque craintivement, et vit la fillette debout sur le trottoir, pieds nus dans une robe élimée, avec des yeux trop grands pour son âge, des yeux qui semblaient contenir toute la sagesse et la tristesse du monde. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit » demanda-t-il d'une voix brisée, un filet de voix rauque qui peinait à sortir de sa gorge nouée. La petite pointa l'affiche de son doigt minuscule et ajouta avec une sincérité désarmante, « Ce garçon, il vit avec ma maman et moi. » Jean sentit la terre s'effondrer. Un instant, il crut halluciner, une nouvelle torture de son esprit épuisé. Il s'agenouilla devant l'enfant, essayant de maîtriser le tremblement de ses mains, de son corps tout entier. « Tu en es sûr ? Exactement ce garçon ?» Sa voix était un mélange déchirant de désespoir et d'un espoir si intense qu'il en était douloureux. La fillette acquiesça sans hésiter. Ses yeux étaient rivés sur l'affiche. « Oui, monsieur. Il est silencieux. Il dessine beaucoup et il pleure la nuit. Parfois, il parle dans son sommeil. Il appelle quelqu'un. » Jean retint son souffle. L'air semblait s'être solidifié dans ses poumons. « Quel nom » demanda-t-il presque sans voix, chaque syllabe une épreuve. « Papa » répondit l'enfant innocemment, sans comprendre le poids cataclysmique de ce mot. Le temps s'arrêta. Jean recula d'un pas comme s'il avait reçu un coup en plein cœur. Les images de Léo jouant dans le jardin, ses dessins sur les murs, son rire qui remplissait les couloirs du manoir, tout revint en une vague déferlante et violente. « Oh mon Dieu » murmura-t-il en se prenant la tête entre les mains. « Tu habites loin d'ici » demanda-t-il, luttant pour retenir les larmes qui brûlaient ses yeux. « Non, juste au coin de la rue » sourit-elle timidement, comme si elle révélait un secret merveilleux. Jean ne savait pas s'il devait la croire, courir, hurler ou s'effondrer sur place. Le monde tournait autour de cet enfant qui le regardait avec une tendresse et une vérité palpables. Il inspira profondément et passa une main dans ses cheveux en désordre. « Peux-tu m'y emmener » demanda-t-il d'une voix tremblante. La fillette fronça les sourcils, pensive. « Je peux, mais maman pourrait se fâcher. » Jean se pencha, ses yeux pleins de larmes. « Ne t'inquiète pas, je veux juste voir si c'est lui. » Rien de plus. Elle hésita un instant, puis acquiesça. Son regard reflétait un courage innocent qui le toucha profondément. Alors qu'elle commençait à marcher, le vent agita l'affiche fraîchement collée. Le visage de Léo souriait sous la faible lumière du jour finissant. Pour la première fois depuis si longtemps, Jean sentit l'espoir respirer à nouveau. La petite, qui se présenta comme Chloé, marchait devant, pieds nus, d'un pas léger et assuré, tandis que Jean la suivait à quelques mètres, submergé par un mélange vertigineux de peur et d'espérance. Son cœur battait comme un tambour fou. Chaque battement semblait résonner en écho dans les ruelles silencieuses de ce village oublié. Les maisons étaient modestes, avec des murs fissurés et des portails de fortune. Au loin, des chiens aboyaient et une odeur de cuisine simple, un pot-au-feu peut-être, s'échappait des fenêtres. Jean, habitué aux couloirs de marbre et aux parfums raffinés, se sentait déplacé, presque comme un intrus, mais rien n'avait d'importance. Si ce que la fillette disait était vrai, il était prêt à donner 1000 vies pour ses retrouvailles. « Et est-ce qu'il parle de moi parfois » demanda-t-il, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. Chloé se retourna avec un sourire timide. « Parfois oui. Il parle d'un parc, d'une balançoire rouge et d'une vieille Renault 4 noire qui faisait beaucoup de bruit. » Jean s'arrêta net, le visage blême. La balançoire rouge, celle du jardin de leur manoir, celle que Léo adorait. Un frisson glacial parcourut son corps et il sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Oh mon Dieu, c'est lui. Ce doit être lui. » La fillette ne comprenait pas toute l'ampleur de la situation, mais elle l'observait avec curiosité et une certaine affection. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez un enfant, une foi inébranlable en ce qu'elle disait. Tandis qu'il marchait, Jean luttait contre l'envie de se mettre à courir. « Et comment ta mère l'a-t-elle trouvé » demanda-t-il d'un ton hésitant. Chloé réfléchit un peu. Maman a dit qu'il était apparu tout seul, un jour de pluie. Elle l'a ramené à la maison parce qu'il avait froid et faim. La voix de l'enfant était pure, mais chaque mot pesait lourdement dans l'esprit de l'homme. Il serra les poings, imaginant son fils perdu, trempé, cherchant de l'aide.
Et elle n'a jamais essayé de retrouver ses parents, insista-t-il. La fillette secoua la tête. Il a dit qu'il n'avait plus personne. Que Dieu l'avait envoyé à nous. Jean détourna le regard, retenant ses larmes. Dieu ou le destin, pensa-t-il avec un mélange de gratitude et de suspicion. Le chemin se rétrécissait, les rues devenaient plus sombres et à chaque coin, l'estomac de Jean se nouait un peu plus. Il regardait autour de lui, essayant de mémoriser chaque détail comme si l'environnement pouvait lui donner des indices. La fillette désigna une petite maison de campagne aux volets bleus écaillés. « C'est là, dit-elle innocemment. Jean s'arrêta un instant et respira profondément. Ses jambes tremblaient et l'air semblait lui manquer. Son cœur battait dans sa gorge. « Léo, si c'est toi, murmura-t-il. Chloé, remarquant sa nervosité, lui prit la main. « Tout ira bien, monsieur, je vous le promets. » Ce simple geste, né d'un cœur d'enfant, le maintenait à flot. Quand Chloé poussa le portillon, un grincement aigu déchira le silence de la ruelle. Valérie Leclerc, la mère, était dans le salon. Son regard croisa celui de Jean et pendant une seconde, le monde sembla se figer. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, une panique pure et non dissimulée traversant son visage avant d'être remplacée par un sourire forcé qui trahissait une peur profonde. « Bonjour, dit Jean d'une voix contrôlée, presque froide. Je crois que mon fils pourrait être ici. Valérie se crispa, puis laissa échapper un rire nerveux et dissonant. Votre fils? Ici? Vous vous trompez, monsieur. Chloé, confuse, intervint. Mais maman, c'est le garçon de l'affiche. Avant qu'elle ne puisse finir, sa mère se tourna brusquement vers elle avec un regard qui glaça le sang de la petite. Chloé, rentre à l'intérieur. Tout de suite. J'en fis un pas en avant. S'il vous plaît, je veux juste le voir. J'ai juste besoin de le regarder dans les yeux. Si je me trompe, je partirai. Valérie croisa les bras, une posture de défi. Il n'y a pas de garçon ici. Partez. La tension montait à chaque mot. La fillette, au bord des larmes, les regardait tous les deux, ne comprenant pas. Maman, je ne mens pas. Le garçon vit ici, je le jure. Valérie la poussa brutalement à l'intérieur en criant « Tais-toi, Chloé !» La voix résonna dans toute la maison. Jean resta immobile, submergé par l'indignation et la douleur. À cet instant, il reconnut en elle le regard de quelqu'un qui cache quelque chose, un secret lourd et sombre. « Pourquoi mentez-vous » demanda-t-il, les yeux humides. « Que cachez-vous » Valérie gardait un ton ferme, mais la sueur perlait sur son front. « N'inventez pas d'histoire, monsieur. Allez-vous en et occupez-vous de votre vie. » Jean recula d'un pas, la gorge nouée. La fillette pleurait derrière la porte entr'ouverte, murmurant « Je suis désolé, monsieur, je suis désolé. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Valérie s'avança et claqua la porte au nez. Le bruit sec et violent résonna dans la ruelle comme un coup de feu. Jean resta là, immobile, fixant le bois fermé devant lui. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait désespérément. Il se murmura à lui-même, « Elle ment. Elle cache mon fils. » Les yeux pleins de larmes et le cœur brisé, Jean recula, entendant encore les sanglots de la fillette de l'autre côté de la porte. Le vent soufflait fort, et une affiche qu'il tenait à la main s'envola, tourbillonnant dans la rue étroite. Il la rattrapa avec difficulté, et en regardant à nouveau la photo de Léo, il sentit un serment naître en lui. « Je reviendrai, même si cela doit me coûter la vie. » De l'autre côté, Chloé, tremblante, tenait la même affiche, celle qu'il avait laissée tomber. Ses yeux pleins de larmes reflétaient quelque chose de nouveau. Pour la première fois, elle commençait à douter de sa propre mère. Le son de la porte qui claque résonnait encore dans la tête de Chloé. Alors qu'elle montait les escaliers en courant, son cœur battait à tout rompre. Les larmes brouillaient sa vision, et sa respiration s'échappait en sanglots. Elle poussa la porte de la chambre et, à l'intérieur, le silence était trop lourd. La pénombre recouvrait le petit espace. La seule lumière filtrait par une fenêtre fêlée où le vent faisait danser les rideaux déchirés. Et c'est là qu'elle le vit. Léo, assis dans un coin, un carnet sur les genoux, leva des yeux effrayés. Le garçon semblait fragile, maigre, avec des cheveux en bataille et des mains tachées de crayon. « Chloé » murmura-t-il avec hésitation, comme s'il craignait d'être découvert. Léo,
s'exclama-t-elle dans un chuchotement puissant, se précipitant vers lui. L'étreinte fut instantanée, désespérée. Tout va bien, je te le jure, dit le garçon, essayant de la consoler sans comprendre ses larmes. Maman s'est fâchée contre l'homme en bas, répondit Chloé en sanglotant. Léo baissa la tête, serrant son carnet contre sa poitrine. Je l'ai entendu crier ton nom, puis elle m'a dit de monter ici et de ne pas faire de bruit. La peur dans sa voix tranchait l'air. Mais Léo, cet homme il te connaît. Il a dit qu'il était ton papa. Les yeux du garçon s'écarquillèrent, et pendant une seconde, le silence sembla engloutir la pièce. Mon papa, répéta-t-il d'une voix tremblante. J'ai rêvé de lui la nuit dernière. J'ai rêvé qu'il m'appelait et qu'il disait qu'il viendrait me chercher. Un frisson parcourut le dos de Chloé. Alors, c'était vrai, pensa-t-elle, la voix haute, en lui prenant les mains. Léo secoua la tête, confus. Maman disait que mon papa était mort. Que personne d'autre ne voudrait de moi. Les mots faisaient mal, même s'il ne les comprenait pas entièrement. Chloé pinça les lèvres, essayant de démêler le mensonge de la vérité. Elle ment parfois, dit-elle doucement, en regardant vers la porte. Mais pourquoi mentir sur ça? La question resta en suspens, comme un fantôme que personne ne voulait affronter. Le bruit des pas de Valérie montant l'escalier, les enfants se regardèrent avec horreur. Vite, allonge-toi, chuchota Chloé en tirant Léo vers le lit. Il se glissa sous les couvertures, feignant de dormir. La poignée tourna lentement, et la femme entra avec un sourire forcé. Mais chérie, qu'est-ce que c'était que ces pleurs? Sa voix était trop douce pour être sincère. Chloé s'essuya le visage du revers de la main. Rien maman, juste un cauchemar. Valérie s'approcha, caressa les cheveux de sa fille et jeta un coup d'œil à Léo. Tout va bien mon grand, demanda-t-elle d'un ton théâtral. Le garçon fit semblant de se réveiller en marmonnant un gouille à peine audible. Bien, répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne veux plus de problème, c'est compris? Cet homme est dangereux. Promettez-moi de ne pas lui parler. Chloé sentit son cœur se serrer. Mais il avait l'air gentil. Maman, il pleurait vraiment. Valérie s'agenouilla et prit fermement le visage de la fillette entre ses mains. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mon amour. Le monde est cruel. Parfois, les gens prétendent être bons. Ses yeux brillaient, mais pas d'émotion, de peur. Comme si elle portait un secret capable de tout détruire. Maintenant, dormez. Demain sera un autre jour. Quand Valérie partit et referma la porte, le silence revint, dense, suffocant. Chloé se tourna vers Léo. Son regard était fixé sur l'ombre qui couvrait la moitié de son visage. « Tu crois ce qu'elle a dit ?» demanda le garçon. Elle hésita, dessinant quelque chose dans l'air avec son doigt. « Elle m'a sauvé, mais elle t'a aussi caché. Je ne sais pas ce qui est juste. » La fillette prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. « Je crois qu'il est ton père, Léo. Je le sens ici. » Et elle toucha sa poitrine. Il y avait quelque chose de pur dans ce geste, une intuition d'enfant plus forte que 1000 preuves. Pour la première fois, Chloé ne reconnaissait pas la femme qu'elle appelait maman. La nuit tomba lourdement sur la petite chambre, et le son lointain d'une sirène se mêla aux sanglots retenus des deux enfants. Chloé ne dormit pas, regardant Léo s'endormir, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un cacherait un enfant de cette façon. Dehors, le vent frappait contre la fenêtre fêlée, et elle se murmura à elle-même, « Je découvrirai ce qui se passe, même si je dois tout perdre. » Les jours suivants s'étirèrent comme un cauchemar sans fin. Chloé ne regardait plus sa mère de la même manière. Chaque sourire semblait faux, chaque caresse calculée. Elle l'observait en silence, prêtant attention à tout, les appels téléphoniques chuchotés, les papiers cachés, les regards tendus que Valérie jetait par la fenêtre. La nuit, lorsque la maison était plongée dans la pénombre, la fillette entendait sa mère faire les 100 pas, ouvrir et fermer des tiroirs comme si elle tentait de dissimuler quelque chose qui ne devait pas être vu. Léo, silencieux, semblait ressentir la même inquiétude. « Pourquoi a-t-elle toujours peur ?» chuchota-t-il une nuit. Chloé répondit doucement, « Parce qu'elle a menti à quelqu'un. » Et quand on ment, la peur ne dort jamais. Ce matin-là, Valérie partit précipitamment. Un sac en bandoulière, les yeux remplis d'anxiété. « Je vais faire des courses. »
Restez sage et ne touchez à rien, dit-elle avant de fermer la porte. Le bruit de la serrure fut le signal que Chloé attendait. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites. Elle cache quelque chose, Léo. Je dois savoir quoi. Le garçon, effrayé, tenta de l'arrêter. Si elle découvre, elle va se fâcher contre toi. Chloé prit une profonde inspiration. Je m'en moque. Je ne peux plus vivre avec ce mensonge. Elle commença alors à chercher, ouvrant les armoires, soulevant les tapis, vérifiant les coins qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. La chambre de sa mère sentait le parfum mêlé à la moisissure et à la culpabilité. Dans un coin, une lame de plancher était lâche. Un petit détail, mais suffisant pour attiser la curiosité d'une fillette attentive. Chloé s'agenouilla, glissa ses doigts dans la fente et souleva délicatement la planche, révélant un espace sombre et poussiéreux. À l'intérieur se trouvait un vieux carnet à la couverture déchirée, enveloppé dans un mouchoir délavé. Elle le sortit avec précaution, comme si elle tenait quelque chose de sacré et d'interdit à la fois. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Léo s'approcha, hésitant. Son regard était fixé sur les pages jaunies. Quand elle ouvrit le carnet, un frisson la parcourut. Des pages remplies de notes, de noms, de dates, de chiffres griffonnés à côté. Parmi tant de lignes sans signification, quelque chose attira son attention. Le nom, Léo. Le cœur de la fillette s'arrêta un instant. Elle regarda le garçon à côté d'elle, puis le papier. « Regarde, ton nom est là. » Sa voix sortit en tremblant, entre la surprise et la peur. Quelque chose n'allait pas, Léo, elle le sentait. Elle referma le carnet. « Nous devons retrouver cet homme. Lui, il saura ce que ça veut dire. » D'une main tremblante, elle arracha une page du carnet, recopia le nom de Léo et quelques autres détails, puis remit le carnet à sa place. Elle glissa la page dans la poche de sa robe. Son cœur martelait sa poitrine. « Viens Léo, je dois le trouver. Maintenant. » Quand elle ouvrit la porte, le soleil de l'après-midi l'aveugla un instant. « Je le trouverai, » dit-elle à Léo en lui serrant la main. « Même si je me perds pour toujours. » Le soleil commençait à se cacher derrière les toits quand Chloé se mit à courir, sans un regard en arrière. L'air chaud lui brûlait la gorge et son cœur battait au rythme de chaque pas. La page pliée dans sa poche lui râpait la peau, comme si le papier avait une vie, vibrant avec sa peur. Le village semblait plus grand qu'avant, les rues interminables. Chloé trébuchait, se relevait, et continuait. À chaque coin de rue, elle demandait aux étrangers s'ils savaient où vivait l'homme à la Citroën DS. Alors que la nuit commençait enfin à tomber, un vieil homme qui balayait le trottoir lui indiqua le chemin. Le manoir au bout de l'avenue. C'est là que vit le type qui colle les affiches. Chloé le remercia et se mit à courir. Le manoir de Jean apparut devant elle, imposant et triste à la fois. Les lumières jaunâtres de la façade se reflétaient sur le portail en fer forgé, et l'air sentait la solitude. Elle sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Un homme en costume sombre, le majordome, apparut et la toisa de la tête aux pieds. « Je dois voir le propriétaire de la maison. C'est important. C'est à propos de son fils. » Le majordome hésita, mais il y avait quelque chose de si sincère dans son regard qu'il finit par ouvrir le portail. Quand Jean entra dans le salon, son visage portait la fatigue d'un homme qui avait vécu un an entre le désespoir et l'espoir. En voyant la fillette, il mit une seconde à la reconnaître. « C'est toi. La fille de l'autre jour ?» Chloé hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose. » D'une main tremblante, elle sortit le papier froissé de sa poche. C'était caché dans la chambre de ma mère. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais son nom est là. J'en pris la page et, en voyant le nom de Léo écrit dessus à côté d'autres noms et de chiffres, sentit le monde tourner. Ses mains tremblaient. Il reconnut 2 autres noms, tirés d'avis de recherche pour des enfants disparus qu'il avait lui-même placardés des mois auparavant. La douleur se transforma en rage, et la rage en peur. « Elle est impliquée là-dedans » murmura-t-il presque sans voix. « Ça veut dire que ta mère est peut-être mêlée à quelque chose de terrible. » Les larmes coulaient sur le visage de la fillette. « Non, elle ne peut pas être méchante. » Jean s'approcha et prit ses petites mains dans les siennes. « Écoute, ma chérie. Parfois le mal ne porte pas un masque de monstre. Parfois, il se déguise en amour.
Ce qui est important, c'est que tu as eu du courage. Tu as sauvé mon fils, et tu pourrais sauver beaucoup d'autres enfants aussi. Il se leva, s'essuya le visage et regarda le portrait de Léo accroché au mur. Où est-il maintenant? Demanda-t-il. Chez moi, dans la chambre, dit-elle. On lui a dit de se cacher. Jean prit une profonde inspiration, décrocha le téléphone et passa un appel rapide, d'une voix ferme qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Préparez la voiture. Nous partons maintenant. Il s'agenouilla devant Chloé. Tu as fait ce qu'il fallait, ma petite. Maintenant, laisse-moi faire. Je te promets que plus personne ne te fera de mal. Chloé, en larmes, le serra fort dans ses bras. Jean ferma les yeux, et un instant, sentit le destin s'aligner. Allons chercher mon fils, murmura-t-il. Et quand il se releva, ce n'était plus le regard d'un homme brisé, mais celui d'un père prêt à affronter l'enfer. La Citroën DS de Jean fendait les routes de campagne, ses phares perçant l'obscurité. La voiture s'arrêta à quelques rues de la maison. Jean coupa le moteur. Nous allons entrer sans faire de bruit, d'accord, dit-il doucement. La fillette hocha la tête. Ils passèrent le portillon rouillé, marchant avec précaution sur la terre humide. La maison était presque sombre, seule une faible lumière s'échappait d'une fenêtre de chambre. Ils entrèrent par la porte de derrière. C'est là, chuchota la fillette en désignant la porte de la chambre. Il s'approcha avec des mains tremblantes et tourna lentement la poignée. La pièce était dans la pénombre. Sur le lit, un enfant dormait, recroquevillé. Jean fit un pas hésitant en avant. Léo, murmura-t-il. Le garçon ouvrit lentement les yeux. Mon fils, c'est moi, dit Jean d'une voix brisée. Léo le fixa une seconde, puis quelque chose s'alluma dans ses yeux, la reconnaissance. Papa, chuchota Théil, un son à peine audible. Jean tomba à genoux, les larmes coulant sans retenue. Oh mon Dieu, mon fils! Il le serra fort, comme quelqu'un qui a peur que le temps le lui arrache à nouveau. Mais le moment de soulagement fut de courte durée. Un bruit dans le salon les fit sursauter. La porte d'entrée s'ouvrit, et la voix de Valérie résonna, froide et tranchante, « Chloé !» Le silence fut la seule réponse. Quelques secondes plus tard, une autre voix masculine, grave et menaçante, gronda, « Il y a quelqu'un ici. » Chloé tira sur la manche de Jean, tremblante. « C'est l'homme qui vient toujours voir maman, » chuchota-t-elle. Jean comprit immédiatement. C'était le complice. La porte de la chambre s'ouvrit à la volée, et Valérie apparut, les yeux enflammés. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» cria-t-elle. Sa voix était un mélange de fureur et de désespoir. Chloé s'avança. « Maman, pourquoi son nom était-il dans ton carnet ?» Le silence fut immédiat. Valérie prit une profonde inspiration. « Tu veux savoir ? Alors, tu vas tout entendre. Je travaille avec des gens qui prennent des enfants. Parfois, on les vend, d'autres fois, on demande de l'argent pour eux. Mais je n'ai pas pu livrer Léo. Je l'ai ramené à la maison. Il est devenu une partie de nous. » Jean, horrifié, s'avança. « Tu l'as kidnappé. Tu as détruit ma vie. » L'homme derrière Valérie, Stéphane, s'avança, impatient. « Assez de drame. Finissons-en. » La voix de Jean déchira le silence, « Tu appelles ça de l'amour ? Tu as volé un enfant. » Le cri de Valérie déchira l'air lourd de la maison, « Partez maintenant. » Elle poussa brutalement Chloé et Léo dans le couloir, claqua la porte et la verrouilla. De l'autre côté, le son de pas rapides et de meubles déplacés remplit l'air de panique. À l'intérieur, Stéphane sortit un couteau de sa poche. « Tu as eu trop de chance jusqu'à présent. » Jean recula. Le bruit de la lutte se répandit dans la maison. Jean essaya d'esquiver, mais fut touché au bras. « Valérie, aide-moi » cria-t-il. Dehors, Chloé entendit le bruit. « On ne peut pas le laisser le tuer, Léo !» Sans réfléchir, Chloé frappa la porte avec son épaule jusqu'à ce qu'elle cède. « Non » cria Valérie. Les enfants firent irruption dans la pièce. L'homme, surpris, tourna la tête, et 7 secondes d'inattention fut tout ce dont Jean avait besoin. « Sortez d'ici » cria-t-il. Mais Chloé courut vers l'agresseur, sauta sur son dos et tenta de lui arracher le couteau. Léo fit de même, mordant le poignet de l'homme.
Le couteau tomba au sol. Jean, ensanglanté, en profita pour courir vers la fenêtre. Dans un saut désespéré, il brisa la vitre et se jeta dehors. C'est alors que les sirènes déchirèrent l'air. Le son des voitures de patrouille approchait, avec des lumières rouges et bleues qui se reflétaient sur les fenêtres. Jean tomba à genoux dans le jardin, épuisé, tandis que Valérie et Stéphane s'arrêtaient, aveuglés par les phares. « Police ! Jetez vos armes !» cria une voix ferme. En quelques secondes, des hommes armés encerclèrent les lieux. Stéphane tenta de s'enfuir mais fut plaqué au sol. Valérie resta immobile, les mains en l'air, le visage couvert de larmes. Chloé et Léo regardaient tout depuis le porche, enlacés, tremblant entre la peur et le soulagement. Valérie regarda sa fille une dernière fois. « Chloé, pardonne-moi. » La fillette pleurait. « Maman, pourquoi ?» La femme ne répondit pas, se contentant de baisser la tête pendant que la police lui passait les menottes. Jean, l'épaule ensanglantée, s'approcha lentement et posa une main sur la tête de la fillette. « C'est fini, » murmura-t-il. « Tu nous as sauvé la vie. » Les jours suivants, la maison où tout s'était passé fut scellée, et Jean emmena Chloé et Léo au manoir. Pour la première fois depuis longtemps, il y eut à nouveau le son de la vie dans cet endroit. Jean sourit, s'agenouilla devant Chloé et dit « Une maison ne se mesure pas à sa taille, ma petite. Elle se mesure à l'amour, et tu as ramené l'amour dans cette maison. » Les blessures de Jean guérissaient, mais son cœur commençait à guérir plus vite. Léo et Chloé jouaient ensemble dans le jardin comme un frère et une sœur. Un jour, alors que Chloé regardait le ciel, Jean s'assit à côté d'elle sur la balançoire. « Elle te manque, n'est-ce pas ?» « Oui, malgré tout, » hocha-t-elle la tête. L'amour d'une fille ne s'efface pas facilement, mais parfois, aimer, c'est aussi pardonner ce qu'on ne comprend pas. Chloé posa sa tête sur son épaule sans rien dire. Le geste suffisait. La nouvelle se répandit. Valérie fut condamnée, et Stéphane emprisonné. Le même jour, la confirmation officielle arriva, Valérie perdait la garde de sa fille pour toujours. Chloé murmura, « Je veux juste qu'elle sache que je l'aime encore. » Jean la serra fort dans ses bras. « Et c'est pour ça que tu es spécial. Parce que même blessé, tu sais encore comment aimer. » Un matin doré, il reçut un appel des services sociaux. « La garde temporaire de la fillette vous est accordée. » Jean répondit, ému, « Elle faisait déjà partie de ma famille avant ça. » Ce jour-là, il appela Chloé. « Chloé, j'ai beaucoup réfléchi, et si tu le veux, j'aimerais que tu deviennes ma fille. » Le silence fut rompu par les larmes de la fillette. « Votre fille » répéta-t-elle, incrédule. « Oui, pour de vrai. Tu m'as appris que la famille, ce sont ceux qui choisissent de t'aimer. Et aujourd'hui, je te choisis. » Elle se jeta dans ses bras en pleurant. « Je te choisis aussi, papa. » Le son de ces mots fit s'arrêter le monde un instant. Léo courut vers eux, les serrant tous les deux. Le vent soufflait doucement, et le soleil éclairait la nouvelle vie qui naissait entre eux. Jean les regarda et pensa, « La douleur m'a détruit, mais l'amour d'une fillette m'a reconstruit. » Des années plus tard, lorsque Chloé et Léo devinrent adolescents, ils se souvenaient parfois de cette nuit. « Tu sais ce qui est le plus étrange » dit Chloé un soir. « Je l'aime toujours, ma vraie mère, malgré tout. » Léo hocha la tête, comprenant. Jean, qui entendait depuis la fenêtre, sourit. Ils avaient compris que le mal porte parfois le visage de ceux que nous aimons, et que le pardon ne signifie pas l'oubli. Valérie purgeait sa peine à la prison pour femme de reine. La 6e année, Chloé, alors âgée de 14 ans, lui écrivit une lettre. « Chère maman, commençait-elle. Je ne sais pas si je t'ai complètement pardonné, mais je ne suis plus en colère. Papa Jean m'a appris que la colère est un poison. Je vis bien. J'ai un frère, un père, et une maison. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix. Avec amour, malgré tout, Chloé Dubois. » Lorsque Valérie lut la lettre, elle pleura pour la première fois depuis des années, non pas de pitié, mais de gratitude. Sa fille s'était épanouie. Quand Chloé eut 18 ans, elle entra à l'université Rennes 2 pour étudier le travail social. « Je veux aider les enfants qui sont perdus comme moi », expliqua-t-elle à Jean. Léo, lui, devint avocat spécialisé dans les affaires d'enfants disparus. Jean vécut jusqu'à 87 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. Le dernier jour de sa vie, il rassembla sa famille.
Dans ma vie, j'ai bâti un empire, mais rien de tout cela n'avait d'importance le jour où j'ai perdu Léo. Et tout a pris son sens le jour où une fillette aux pieds nus m'a montré où il était. Il regarda Chloé. Tu ne m'as pas seulement sauvé mon fils ce jour-là, ma chérie. Tu m'as sauvé moi. À ses funérailles, au dernier rang, inaperçu, se tenait Valérie, libérée sur parole. Après la cérémonie, Chloé s'approcha d'elle. Merci d'être venue, dit doucement Chloé. C'était un homme bon, répondit Valérie. Elles se séparèrent sans embrassade, mais avec une forme de conclusion. L'histoire qui avait commencé avec une affiche sur un mur sale ne s'était pas terminée par la vengeance, mais par la compréhension. Chloé Dubois a construit une carrière en sauvant des enfants. Sur le mur de son bureau était accrochée une affiche jaunie, celle que Jean avait collée ce jour fatidique. À côté, une photo, elle a 7 ans, pieds nus, tenant la main d'un homme élégant. Sous la photo, une légende, là où finit le désespoir, commence l'espoir.